C était plus qu'une machine. C était un vestige d'un monde disparu. Un bloc de métal et de secret, qui reposait sur une couverture élimée au marché aux puces de Saint-Ouen. En ce samedi de septembre 2004, Julien Lefebvre, professeur d'histoire de 40 ans, déambulait sans but précis parmi les allées bondées, fuyant le silence de son appartement et le poids d'un passé qu'il s'efforçait d'oublier. La foule, le vacarme des négociations, l'odeur de vieux papiers et de poussière, formaient une barrière bienvenue contre ses propres pensées. Pourtant, au milieu de ce chaos organisé, son regard fut happé par elle, une machine à crypter, lourde, d'un vert de gris militaire, portant des inscriptions en allemand. Elle semblait l'appeler, une anomalie silencieuse dans le brouhaha ambiant, une relique de la guerre froide qui vibrait d'une énergie étrange et familière. Julien s'approcha du stand, son intérêt d'historien piqué au vif, mais il sentait une autre force à l'aile, œuvre, une attraction presque subconsciente. La machine était un modèle courant, ou du moins en apparence. Le vendeur, un homme désabusé, la décrivit comme une « pièce de l'Est », probablement utilisée par les services de renseignement est-allemands. Il en demandait 500 €. Une somme non négligeable pour une impulsion, mais Julien ne négocia pas. Il sentait une urgence irrationnelle à la posséder, comme si cet objet N était pas simplement un artefact historique, mais une pièce manquante de sa propre existence. Il sortit son portefeuille, les billets passant de sa main à celle du vendeur, scellant un pacte avec un passé qui, N, était pas encore tout à fait mort. Il ne achetait pas un simple objet, il achetait une question. En la soulevant, il fut surpris par son poids. Ce N était pas seulement le poids de l'acier, mais celui des secrets qu'elle avait dû garder. En éloignant du stand, la machine maladroitement calée sous son bras, les sons du marché semblaient s'estomper. Son univers S était rétréci au contour de cet objet froid et énigmatique. Dans le taxi qui le ramenait chez lui, il ne pouvait détacher son regard d'elle. Chaque rayure sur le boîtier, chaque usure sur les touches, racontait une histoire silencieuse. Il sentait qu'il venait de commettre un acte qui allait irrémédiablement changer le cours de sa vie bien rangée. Un acte dicté par une intuition profonde qu'il ne comprenait pas encore, mais dont il ressentait déjà la gravité et l'inévitabilité. Son bureau était son sanctuaire, un lieu de silence et d'ordre où les fantômes du passé étaient soigneusement classés dans des livres et des archives. Il posa la machine à crypter sur son large bureau en chêne, où elle détonnait comme une anomalie menaçante. À côté des piles de copies à corriger, et des ouvrages sur la France de l'après-guerre, cet instrument de dissimulation semblait presque vivant, un intrus venu d'un monde de mensonges et de paranoïa. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les persiennes, jetant de longues ombres sur le clavier, et les rotors de la machine. Julien resta là, à la contempler, sentant le calme de sa vie se fissurer. Cet objet N était pas un simple morceau d'histoire à étudier, il était une présence, un défi silencieux. Avec la minutie qui le caractérisait, il entreprit de la nettoyer. C était un rituel, une façon de s'approprier l'objet, de le comprendre par le toucher. Il passa un chiffon doux, imbibé d'un produit spécial sur le boîtier métallique, enlevant des années de poussière et de crasse. L'odeur de l'huile et du métal froid emplit la pièce. Chaque composant qu'il essuyait semblait lui murmurer quelque chose. Les touches en bakélite, légèrement jaunies. Les connecteurs en laiton, ternis par le temps. Il sentait une connexion étrange se former, un sentiment de familiarité troublant, comme s'il avait déjà touché cette machine, dans une autre vie, ou dans un souvenir enfoui si profondément, qu'il n'osait pas s'en approcher. Le processus était lent, presque méditatif, une préparation à ce qui allait suivre. C'est alors qu'il le sentit. En passant le chiffon sur le panneau latéral droit, son doigt accrocha une ligne presque invisible, une jointure si fine qu'elle semblait être une simple imperfection dans le métal. Intrigué, il s'arrêta. Il passa à nouveau son ongle dessus. Ce N était pas une rayure. C était une couture, une fente délibérée. Son cœur se mit à battre plus vite. Sa formation d'historien lui avait appris à chercher les détails, les anomalies qui trahissent la vérité cachée derrière la version officielle. Et ceci était une anomalie majeure. La fabrication allemande était réputée pour sa précision. Une telle imperfection était impossible. C était une modification. Une porte secrète, conçue pour ne jamais être trouvée. La machine N était pas un modèle standard. C était autre chose. Avec une précaution infinie, il utilisa la pointe d'un coupe-papier pour exercer une légère pression sur la fente. Il y eut un déclic presque inaudible.
le son d'un mécanisme délicat qui cédait. Une petite section du panneau pivota vers l'intérieur, révélant une minuscule cavité. À l'intérieur, il n'y avait ni document, ni microfilm, mais un simple interrupteur à bascule, d'un noir mat, qui n'avait rien à faire dans les entrailles d'une telle machine. Il était évident qu'il s'agissait d'un ajout, une modification clandestine réalisée par quelqu'un de méticuleux et d'ingénieux. Qui aurait pris la peine d'installer un tel dispositif, et dans quel but? La question résonnait dans le silence de la pièce, chargée d'une tension nouvelle et palpable. Le mystère de l'objet venait de épaissir considérablement. Julien fixa l'interrupteur pendant un long moment. Une part de lui, la part rationnelle, le professeur d'histoire, lui criait de ne pas y toucher, de laisser cet objet à sa place dans le passé. L'actionner, était franchir un seuil, s'aventurer dans un territoire inconnu et potentiellement dangereux. Était inviter dans sa vie le monde secret auquel cette machine appartenait, un monde de codes, de trahison et de mort sans nom. Mais une autre part de lui, celle qui avait guidé ses pas au marché aux puces, celle qui ressentait cette connexion inexplicable, savait qu'il ne pouvait pas reculer. Était comme si toute sa vie l'avait mené à cet instant précis, à ce choix. Il sentait que la réponse à la honte silencieuse qui le hantait depuis l'enfance, se trouvait peut-être de l'autre côté de ce simple geste. Il inspira profondément, le son de sa propre respiration lui paraissant assourdissant. Sa main, légèrement tremblante, s'avança et son pouce bascula l'interrupteur. Rien. Pendant une seconde, il ne se passa absolument rien. Un sentiment de déception absurde commença à poindre. Et puis, sur le panneau principal de la machine, une minuscule diode rouge, si petite qu'il ne l'avait pas remarquée auparavant, s'alluma. Elle clignotait lentement, un battement de cœur faible et régulier dans la pénombre grandissante de son bureau. Cette lumière n'aurait jamais dû exister sur ce modèle. Était un signal, un message envoyé à travers 18 années de silence. Le fantôme dans la machine venait de se réveiller, et Julien savait, avec une certitude glaciale, que sa vie ne serait plus jamais la même. La lumière pulsait. Un battement de cœur écarlate et silencieux dans la pénombre croissante du bureau. Julien resta figé, le souffle coupé, sa main encore en l'air près de l'interrupteur. Le monde extérieur, avec ses bruits de circulation et la vie parisienne qui écoulait, cessa d'exister. Tout son univers était contracté en ce point lumineux, un signal anachronique sur une machine conçue pour le silence et le secret. Ce était pas un simple circuit électrique qui venait de éveillé, était une présence, une intelligence latente, qui avait dormi pendant près de 2 décennies. La diode rouge ne clignotait pas de manière aléatoire. Son rythme était lent, délibéré, presque organique. Était un message en soi, une affirmation. J'existe. J'ai attendu. Pour la première fois, la machine était plus un objet, mais un interlocuteur. Son esprit d'historien, entraîné à la rationalité et au scepticisme, tenta de reprendre le contrôle. Un court-circuit. Une batterie résiduelle qui se déchargeait de manière erratique. Il chercha une explication logique. Une faille dans le mécanisme, qui pourrait expliquer ce phénomène impossible. Mais au fond de lui il savait. La précision de la modification, l'ingéniosité du compartiment caché, tout cela ne laissait aucune place au hasard. Était œuvre d'un esprit méticuleux, un esprit qui avait prévu cet instant précis. Son père. Étienne Lefebvre. Le nom résonna dans son esprit, non plus comme le souvenir flou d'un homme, ou le stigmate d'un traître, mais comme la signature d'un architecte invisible. Cette lumière était un pont jeté à travers les années, une communication posthume, qui défiait la mort et la version officielle de l'histoire. Une vague de froid le submergea, une peur primale mêlée à une fascination morbide. Activer cet interrupteur n'avait pas été un simple geste mécanique, était un acte de profanation, l'ouverture d'un tombeau. Il venait de réveiller quelque chose que l'histoire, le gouvernement, et même sa propre famille, avaient voulu laisser enterrer à jamais. La honte qui l'avait accompagné toute sa vie, ce fardeau silencieux être le fils d'un déserteur qui avait vendu son pays à la KGB, semblait soudain moins solide, plus poreuse. Cette lumière ne prouvait rien, mais elle posait une question terrifiante. Et si tout était faux? Et si la vérité sur son père était pas une trahison mais un secret si dangereux, qu'il avait fallu l'effacer de l'histoire par le mensonge? Il recula d'un pas, éloignant du bureau, comme si la machine était radioactive. Ses mains tremblaient légèrement.
Il sentit une goutte de sueur perler sur sa tempe. Le silence de l'appartement, habituellement un refuge réconfortant, était désormais lourd, oppressant, chargé d'une attente insoutenable. Chaque pulsation de la diode rouge semblait scander un avertissement. Il était seul, face à un fantôme électronique, gardien d'un secret qui avait déjà coûté la vie, ou du moins la réputation, d'un homme. Il se sentit incroyablement vulnérable. Un simple professeur d'histoire, qui venait de tomber par hasard sur une bombe à retardement de la guerre froide. Il n'avait aucune formation, aucune compétence pour naviguer dans ce monde d'ombre dont la machine était l'aile, émissaire. Pourtant, la peur commençait à se muer en autre chose. Une curiosité brûlante. Une nécessité presque viscérale de comprendre. La lumière N n'était pas la fin du message, elle en était le début. Elle signalait que la machine était prête, qu'un protocole caché était activé et attendait une commande. C était une serrure, et quelque part, il devait y avoir une clé. Peut-être dans les notes de son père, dans les quelques souvenirs qui lui restaient, ou peut-être dans la machine elle-même. Le puzzle était posé. C était un défi lancé par un maître cryptographe depuis l'au-delà, un dernier test pour son fils. Une part de Julien, l'universitaire prudent, lui hurlait de tout arrêter, de se débarrasser de l'objet. Mais une autre part, celle qui avait toujours senti un vide, une pièce manquante dans son histoire, savait qu'il était déjà trop tard. Le visage de son père lui revint en mémoire, non pas les photos officielles, mais des fragments de souvenirs d'enfance, l'odeur de tabac froid et de vieux papier dans son bureau, le son de sa voix grave, expliquant une énigme, le poids rassurant de sa main sur son épaule. Comment cet homme, ce père, avait-il pu devenir le monstre décrit dans les rapports de la DST? La version officielle était celle d'un homme instable, un génie brisé par la pression et la cupidité, qui avait fui à l'Est avec des secrets des États. Mais cette machine, cette modification secrète, ne racontait pas l'histoire d'un homme qui fuyait. Elle racontait l'histoire d'un homme qui se cachait, qui laissait derrière lui une capsule temporelle, une dernière bouteille à la mer dans l'espoir qu'elle soit un jour retrouvée. La paranoïa, ce mal endémique de la guerre froide qu'il décrivait à ses étudiants, devint soudain une réalité tangible. En activant ce signal, avait-il alerté quelqu'un? Ce dispositif était-il relié à autre chose? L'idée était absurde, techniquement improbable après tant d'années. Et pourtant, elle s'insinua dans son esprit. Il se dirigea vers la fenêtre, et écarta discrètement les persiennes, scrutant la rue en contrebas. Les passants marchaient, indifférents, les voitures roulaient. Rien n'avait changé. Mais pour Julien, tout était différent. Le monde N était plus un lieu sûr et prévisible. Il était devenu un échiquier où des joueurs invisibles pouvaient encore déplacer leurs pièces, même après la fin de la partie. La machine sur son bureau était l'une de ces pièces. Il retourna vers le bureau, son regard fixé sur la diode. Il comprit que l'achat de cette machine pour 500 € N n'était pas une impulsion, mais une fatalité. C était comme si l'objet l'avait choisi, lui, le seul homme au monde, qui avait à la fois la raison personnelle et la curiosité intellectuelle de chercher plus loin. Cet artefact N n'était pas seulement un héritage de la grande histoire, C était son héritage personnel. Un fardeau ou une chance, il ne le savait pas encore. Mais C était à lui, et à lui seul, d'en découvrir le contenu. Il sentait sur ses épaules le poids de 18 années de silence, le poids d'une vérité non dite, qui avait empoisonné sa vie et celle de sa famille. La question N était plus de savoir s'il devait continuer, mais comment. Il ne pouvait pas se présenter à la police ou au service de renseignement. Que leur dirait-il? Qu'une machine à crypter achetée aux puces lui avait envoyé un signal mystérieux. On le prendrait pour un fou, ou pire, on lui confisquerait la machine, et on enterrerait le secret encore plus profondément. Non, il était seul. Ce voyage, il devait le faire sans aide, en utilisant ses propres compétences d'historien, la recherche, l'analyse des sources, la patience. Il devait traiter cette machine, non comme un objet technologique, mais comme un document d'archives, le plus complexe et le plus dangereux qu'il ait jamais eu à déchiffrer. Cette lumière rouge était une promesse. La promesse d'une vérité, quelle qu'elle soit. La promesse de finalement connaître l'homme qu'était Étienne Lefebvre, au-delà de la caricature du traître. Était la promesse d'une confrontation avec son propre passé, avec les fondations mêmes de son identité. Julien savait, avec une certitude absolue, que sa vie de professeur tranquille était terminée. Il venait de franchir une porte sans retour, s'engageant sur un chemin obscur tracé par son père des années auparavant. Un chemin qui, il le sentait instinctivement,
le mènerait au cœur d'une conspiration bien plus vaste et plus dangereuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Le fantôme dans la machine avait un nom, une histoire, et il réclamait justice. Sa paralysie initiale céda la place à une concentration fiévreuse. Il s'assit à son bureau, le corps penché en avant, les yeux scrutant chaque détail de la machine à la lueur de la diode pulsante. Le clavier allemand, les rotors numérotés, les différents ports de connexion. Tout ce qui semblait anodin quelques heures plus tôt, était désormais un indice potentiel. La machine N était plus un simple bloc de métal. C était un langage. Un chiffre. Et son père venait de lui en donner la première lettre. Avec la minutie d'un archéologue devant un hiéroglyphe inconnu, Julien Lefebvre commença son travail. Il ne cherchait plus seulement à nettoyer un vieil objet, il cherchait à exhumer une vérité enterrée, sans se douter que cette quête pourrait bien lui coûter la vie, tout comme elle l'avait peut-être fait pour son père. Mais ce N était que le début de ce qui allait suivre. Si cette histoire vous intrigue déjà, si vous sentez la tension monter, alors soutenez notre travail. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui aime les mystères, et, surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite de cette enquête. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et posez-vous la question, que feriez-vous dans une telle situation? Pensez-vous que vous supporteriez le poids d'un tel secret familial? Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à déterrer des histoires comme celle-ci. Maintenant, revenons 18 ans en arrière, pour comprendre qui étaient les acteurs de ce drame avant que le silence ne s'installe. La vie de Julien Lefebvre, en cet automne 2004, était une forteresse érigée contre le chaos. Professeur d'histoire à l'université Paris-Sorbonne, il avait trouvé refuge dans la discipline intellectuelle et la prévisibilité d'un quotidien méticuleusement organisé. Son appartement du 14e arrondissement était un sanctuaire d'ordre et de silence, où les livres étaient classés par période et les stylos parfaitement alignés sur son bureau. Cette routine N n'était pas un choix, mais une nécessité, un rempart contre le nom qu'il portait, Lefebvre. Un nom qui, pour toute une génération de Français, était synonyme de trahison. Julien vivait avec la honte comme une ombre, un fardeau hérité qui dictait sa réserve émotionnelle et sa méfiance instinctive envers les récits trop simples. Il enseignait le passé des autres pour mieux fuir le sien, un passé qu'il croyait scellé à jamais dans les archives poussiéreuses de la guerre froide. Étienne Lefebvre, son père, était le fantôme qui hantait cette existence bien rangée. Avant de devenir une note de bas de page infamante dans l'histoire du contre-espionnage français, il était un esprit brillant, un cryptographe de génie, au service de la direction de la surveillance du territoire, la DST. On le disait capable de voir des motifs là où d'autres ne voyaient que du bruit, de briser des codes réputés inviolables. Il était un atout stratégique, un mur silencieux protégeant les secrets de la France. Puis, le 12 août 1986, tout était effondré. Étienne avait disparu, et la version officielle, distillée par le gouvernement et la presse, fut rapide et brutale. Il était passé à l'Est, vendant des secrets d'État à la KGB pour de l'argent, ou par conviction idéologique. Il n'y eut jamais de procès, juste un verdict prononcé par l'État, laissant derrière lui l'image d'un traître. Les conséquences de cette désertion furent dévastatrices pour sa famille. La mère de Julien, incapable de supporter l'opprobre public et le poids du soupçon, était lentement éteinte, emportée par le chagrin et la maladie quelques années plus tard. Julien, alors jeune homme, avait dû grandir dans l'ombre de ce péché originel, subissant les chuchotements dans son dos, le regard méfiant de ses professeurs, et le silence pesant de ses proches. Il avait appris à ne jamais parler de son père, à construire son identité en opposition à la sienne. Il avait choisi l'histoire, un domaine, où les faits sont censés être vérifiables, où les traîtres et les héros sont clairement identifiés, cherchant inconsciemment un ordre que sa propre vie n'avait jamais connu. Le nom de son père était une blessure qu'il avait appris à cacher, mais qui ne était jamais vraiment refermée. Pendant que Julien construisait sa vie sur les ruines de sa famille, un autre homme bâtissait une carrière exemplaire sur les mêmes fondations. Alain Moreau, en 2004, était le sous-directeur respecté de la DGSE, un homme de pouvoir, charismatique et décoré, souvent cité comme un pilier de la communauté du renseignement français. Dans les années 80, il était qu'un officier de liaison de niveau intermédiaire à la DST, un collègue d'Étienne Lefebvre. Il avait été l'un des principaux investigateurs dans l'affaire de la trahison de son collègue, et son rapport méticuleux avait contribué à sceller le destin d'Étienne. Moreau incarnait la continuité de l'État, un homme qui avait survécu aux purges et aux réorganisations post-guerre froide,
dont la réputation était sans tache et l'influence considérable. Il était le gardien du temple, l'un des rares à connaître les détails de ces vieilles histoires. Le décor de cette confrontation silencieuse était un pari qui avait tourné la page de la guerre froide. En 2004, les tensions entre l'Est et l'Ouest semblaient appartenir à une autre époque, un chapitre d'histoire que Julien enseignait à ses étudiants. Le mur de Berlin était tombé depuis 15 ans, l'Union soviétique n'existait plus. La ville, autrefois un échiquier pour les espions de la CIA et du KGB, était désormais préoccupée par d'autres menaces, d'autres défis. Pourtant, sous la surface de la modernité, les cicatrices du passé demeuraient. D'anciens réseaux dormaient, des secrets étaient encore verrouillés dans des coffres forts, et des hommes comme Alain Moreau veillaient à ce que certaines portes restent fermées à jamais. Était dans cette atmosphère de paix apparente, que le passé s'apprêtait à faire une irruption violente et inattendue dans le présent. Dans ce paysage médiatique en pleine mutation, Chloé Dubois cherchait à se faire un nom. Jeune journaliste freelance, elle était animée par une ambition féroce et un flair pour les histoires que les autres ne voyaient pas. Pour elle, la guerre froide était un sujet fascinant mais distant, une source de récits d'espionnage romanesque. Elle n'avait pas l'expérience directe de la paranoïa de l'époque, ce qui lui donnait une perspective fraîche et parfois naïve, mais aussi une audace que ses aînés, plus prudents, n'avaient plus. Elle collaborait à plusieurs publications en ligne et cherchait désespérément le scoop qui lancerait sa carrière, l'enquête qui prouverait sa valeur. Elle ignorait encore que son chemin allait bientôt croiser celui d'un professeur d'histoire discret, et que la plus grande histoire de sa vie se cachait dans une relique de métal, achetée sur un coup de tête. Loin des cercles du pouvoir et de l'agitation médiatique, dans un petit appartement d'une banlieue parisienne, vivait Gérard Lambert. Ancien collègue d'Étienne au département de cryptographie de la DST, il était désormais un retraité effacé, un homme qui semblait avoir peur de sa propre ombre. Il passait ses journées à l'intérieur, les volets souvent clos, évitant tout contact avec son ancien monde. Lambert était l'une des dernières personnes vivantes à avoir connu le vrai Étienne Lefebvre, non pas le traître de la version officielle, mais l'homme, le génie, et peut-être même le patriote. Il était le dépositaire d'une vérité terrifiante, un secret qu'il avait gardé pour lui pendant 18 ans, convaincu que le silence était la seule garantie de sa survie. Il était le maillon faible de la conspiration, une mémoire vivante que le temps n'avait pas encore réussi à effacer complètement. Ainsi, avant même que la machine à crypter ne soit achetée, toutes les pièces étaient en place sur l'échiquier. Julien, le fils en quête inconsciente de rédemption, vivant dans un présent aseptisé pour échapper à un passé souillé. Moreau, l'antagoniste au sommet de sa puissance, dont le prestige reposait sur un mensonge soigneusement entretenu. Chloé, la journaliste qui allait servir de catalyseur. Et Lambert, le témoin terrorisé détenant la clé de la vérité. Le statu quo était un équilibre précaire, fondé sur des secrets enfouis et des réputations construites sur des tombes. Il ne manquait qu'une étincelle pour mettre le feu à cette poudrière. Une étincelle de 50 cm de large, pesant 20 kg, et attendant patiemment son heure sur étale d'un marché aux puces de Saint-Ouen. En 1986, le monde d'Oenné, Étienne Lefebvre, était un univers de silence, de motifs et de secrets. Au sein de la direction de la surveillance du territoire, Ilmeninen n'était pas un espion au sens classique du terme, mais un poète des algorithmes, un homme qui lisait dans le chaos des transmissions ennemies, une grammaire cachée. Son bureau, situé dans les entrailles sécurisées du siège de la DST rue des Saussets, était un sanctuaire de logique pure, tapissé de diagrammes complexes et de carnets noircis d'équations. Pour lui, la guerre froide n'était pas tant un conflit idéologique qu'une colossale partie d'échecs joués avec des chiffres. Il était respecté pour son génie, mais sa nature introvertie et son obsession pour la perfection le maintenaient à distance de ses collègues. Il était un esprit solitaire naviguant dans un océan de paranoïa, convaincu que la vérité, comme un nombre premier, était une chose absolue et indivisible, qu'il fallait simplement savoir la trouver. L'atmosphère au sein de la DST au milieu des années 80 était électrique, chargée d'une méfiance quasi pathologique. Paris était alors l'un des principaux champs de bataille de la guerre secrète, un carrefour où les agents du KGB, de la CIA et des services de l'Est se croisaient, se manipulaient, et parfois, éliminaient. La chasse aux taupes, ces agents doubles infiltrés au cœur de l'appareil d'État, était une obsession quotidienne qui empoisonnait les relations et transformait chaque collègue en suspect potentiel. La confiance était une denrée plus rare et plus précieuse que n'importe quel secret d'État.
C'est dans ce climat délétère qu'Étienne Lefebvre opérait, un environnement qui exaltait son talent tout en exacerbant son isolement. La pression était constante, la moindre erreur pouvait coûter des vies, et la trahison-haine n'était pas une hypothèse, mais une certitude statistique qu'il s'efforçait de calculer. À l'opposé du spectre se trouvait Alain Moreau. En 1986, il était qu'un officier de liaison de niveau intermédiaire, mais son ambition était déjà palpable. Charismatique, sociable et doté d'un sens politique aiguisé, Moreau excellait dans le renseignement humain, là où Étienne excellait dans le renseignement technique. Il savait naviguer dans les eaux troubles de la bureaucratie, nouer des alliances, et se rendre indispensable auprès de ses supérieurs. Il considérait le génie d'Étienne avec une admiration calculée, y voyant un outil puissant pour sa propre carrière, mais aussi un esprit dangereusement imprévisible. Leur relation était une façade de cordialité professionnelle, masquant une rivalité sourde entre le technicien pur et l'opérateur politique. Moreau comprenait que dans ce monde, ce n'était pas toujours la vérité qui triomphait, mais le récit le mieux contrôlé. La vie de famille des Lefebvre était un îlot de normalité précaire dans un océan de secrets. Dans leur appartement parisien, l'odeur du café se mêlait à celle, plus indéfinissable, du tabac froid et du papier Étienne ramenait de son bureau. Le jeune Julien, alors âgé d'une dizaine d'années, grandissait avec la conscience diffuse que le travail de son père était important, mystérieux et potentiellement dangereux. Il se souvient des conversations téléphoniques à voix basse, des longues nuits où la lumière du bureau restait allumée, et de l'air parfois soucieux de sa mère, qui s'efforçait de préserver une routine rassurante. Était un équilibre fragile, une vie domestique hantée par un non-dit permanent, par l'ombre d'un monde dont on ne pouvait parler à table. Cet amour silencieux et cette tension latente constituaient le tissu de l'enfance de Julien, un tissu qui allait bientôt être sauvagement déchiré. Gérard Lambert était peut-être la seule personne à la DST qui, Étienne considérait comme un ami. Cryptographe compétent mais sans ailes, étincelle de génie de son collègue, Lambert vouait à Étienne une admiration sans borne. Il était l'un des rares à pouvoir suivre ses raisonnements fulgurants, à comprendre la beauté de ses constructions logiques. Leur bureau commun était un espace de confiance où les théories les plus audacieuses pouvaient être débattues. Plus pragmatique et plus conscient des jeux de pouvoir au sein du service, Lambert servait souvent de garde-fou à Étienne, le mettant en garde contre les conséquences humaines de ses découvertes purement mathématiques. Il était le témoin privilégié de l'évolution des recherches d'Étienne, le premier à sentir que son ami s'approchait d'une vérité que l'institution elle-même ne voulait peut-être pas affronter, une vérité qui dépassait de loin les simples codes. Le projet qui consumait Étienne dans les mois précédant sa disparition portait le nom de code « Réseau Phénix ». Il ne s'agissait pas d'une opération de contre-espionnage classique, mais d'un système prédictif, un algorithme d'une complexité inouïe conçu pour identifier les agents doubles en analysant les flux de communication interne à la DST. En substance, Étienne traitait son propre service comme un système potentiellement corrompu qu'il fallait auditer. Était une démarche révolutionnaire, presque hérétique, qui lui valut la méfiance d'une partie de sa hiérarchie. Pour eux, était une initiative dangereuse qui risquait de semer le chaos. Pour Étienne, était la quête ultime. Débusquer le fantôme dans la machine, prouver qu'une taupe de haut niveau opérait en toute impunité, un traître dont l'existence même était une faille logique dans le système qu'il avait juré de protéger. Durant les dernières semaines, été 1986, le comportement d'Étienne changea. Il devint plus secret, plus tourmenté, comme un homme traqué. Ses nuits au bureau s'allongèrent, son sommeil se raréfia. Lambert le voyait couvrir des tableaux entiers de calculs, avant de tout effacer frénétiquement. Il parlait à mots couverts d'une ombre au sommet, d'un nom de code, le lynx, qui revenait sans cesse dans ses murmures. À la maison, son anxiété était palpable. Un soir, il offrit à Julien un petit casse-tête en bois, un objet anodin. En lui disant une phrase qui ne prendrait son sens que bien des années plus tard. Parfois, la clé n'ouvre pas la serrure, elle est la serrure. Était un adieu déguisé, la dernière pièce d'un puzzle qu'il laissait derrière lui, sentant que le temps lui était désormais compté. Le décor était ainsi planté pour que la disparition d'Étienne Lefebvre soit interprétée non comme un assassinat, mais comme une trahison. Sa paranoïa, son isolement, ses méthodes de travail non orthodoxes, et le caractère sensible de ses recherches sur le réseau Phénix, pouvaient facilement être retournés contre lui. Un enquêteur habile n'aurait aucun mal à présenter ces éléments comme les signes d'un esprit instable,
d'un homme sur le point de basculer, prêt à vendre ses secrets au plus offrant. L'institution, par nature, préférerait toujours l'explication simple d'un traître individuel au scandale complexe d'une infiltration au plus haut niveau. Le récit officiel était déjà écrit en filigrane, avant même les faits. Il ne manquait plus qu'un metteur en scène pour le valider. Alain Moreau, avec sa connaissance des rouages internes et son ambition, était l'homme parfait pour ce rôle. La diode rouge pulsait. Un métronome silencieux dans le bureau de Julien. Chaque battement semblait se moquer de son impuissance. Il était historien, son domaine était celui des textes, des archives, des témoignages humains. Face à ce circuit électronique clandestin, ses compétences étaient inutiles. Il avait passé 2 jours et 2 nuits à examiner la machine sous tous les angles, à compulser de vieux manuels techniques sur les appareils de chiffrement de l'Est, mais il se heurtait à un mur invisible. La lumière était une porte verrouillée, et la clé N n'était pas dans ses livres. Il comprit avec une frustration grandissante qu'il ne pouvait percer ce secret seul. Ce N n'était pas un problème historique, mais un défi cryptographique pur, laissé par un maître en la matière. Pour parler avec le fantôme de son père, il avait besoin d'un interprète, d'un spécialiste, capable de dialoguer avec la machine. Sa quête le mena instinctivement vers son propre univers, l'université de la Sorbonne. Il existait une personne dont la réputation dépassait les cercles académiques, le docteur Sophie Renaud, une sommité en cryptographie historique, spécialisée dans les technologies de la guerre froide. Approcher une telle experte, avec une machine potentiellement liée à un traître d'État était un risque calculé. Il ne pouvait pas révéler toute l'histoire. Il prépara un discours prudent, se présentant comme un historien ayant acquis un artefact inhabituel pour une étude personnelle. Il insisterait sur la modification artisanale, la présentant comme une curiosité technique. Était un mensonge par omission, un pari dangereux sur la curiosité intellectuelle de la scientifique, espérant qu'elle l'emporterait sur sa méfiance naturelle. Il prit rendez-vous, le cœur battant, sentant qu'il jouait une carte décisive dans cette partie dont, échec posthume. Le laboratoire du docteur Renaud, niché dans les anciens bâtiments de l'université, était un mélange fascinant de technologies de pointe et d'antiquité. Des ordinateurs modernes côtoyaient des machines Enigma et des analyseurs de signaux d'époque. Sophie Renaud était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à elle, énergie concentrée. Elle écouta l'histoire de Julien avec un scepticisme poli, mais son expression changea lorsqu'il posa la lourde machine sur son plan de travail. Elle enfila des gants en latex et l'examina avec une concentration intense, ses doigts experts parcourant les jointures, les pores, le compartiment secret. Elle ne dit rien pendant de longues minutes, puis elle leva les yeux vers Julien. « Ce n'est pas une simple curiosité, monsieur Lefebvre. C'est une modification professionnelle, d'une ingéniosité redoutable. Qui que soit celui qui a fait ça, il était bien plus qu'un simple ingénieur. » Les jours suivants, le laboratoire devint le nouveau sanctuaire de Julien. Il observait Sophie Renaud travailler avec une fascination mêlée d'anxiété. Elle connecta la machine à un oscilloscope, analysant le signal émis par la diode rouge. « Ce n'est pas une simple lumière, » expliqua-t-elle, les yeux rivés sur elle, écran affichant une onde sinusoïdale parfaite. Elle émet un signal numérique à très basse fréquence, un paquet de données qui se répète. C'est une balise d'activation. La machine attend une entrée, une sorte de mot de passe, mais pas via le clavier. Le clavier est un leurre. Elle découvrit une source d'alimentation interne non standard. Une batterie au lithium conçue pour durer des décennies en état de veille. Chaque découverte factuelle renforçait l'émotion de Julien. Son père avait planifié cela, il avait construit une capsule temporelle, un message destiné à survivre à son propre effacement. Le point de blocage persistait. Quel était le mot de passe? Ils tentèrent des combinaisons logiques, des dates, des noms, sans succès. La machine restait silencieuse. Épuisé, Julien laissa son esprit vagabonder vers son enfance, vers les rares souvenirs clairs de son père. C'est alors qu'une image lui revint, son père lui offrant un petit casse-tête en bois, un soir, dans ce même bureau. Et cette phrase étrange qui l'avait accompagné, « Parfois, Julien, la clé n'ouvre pas la serrure, elle est la serrure. » La phrase résonna en lui avec une force nouvelle. Il se tourna brusquement vers Sophie. Ce n'est pas un code qu'il faut taper, c'est un rythme, un motif. Il se souvint du petit air que son père sifflotait parfois en travaillant, un air simple à 3 notes. Était une signature, une mélodie personnelle. Une clé qui n'était pas un mot, mais un souvenir. Guidé par une intuition fulgurante, Julien s'approcha de la machine.
Il expliqua sa théorie à une Sophie Renaud perplexe, mais intriguée. Sous son regard, il tapa légèrement sur le boîtier métallique avec son ongle, reproduisant le rythme de la mélodie de son père. 3 coups rapides, une pause, 2 coups lents. Rien ne se passa. Il essaya de nouveau, cette fois, en utilisant l'interrupteur à bascule lui-même, comme un manipulateur de télégraphe. Au 3e essai, un déclic sec se fit entendre à l'intérieur de la machine. La diode rouge cessa de clignoter, et resta allumée, fixe. Sur vis, écran de l'ordinateur de Sophie, connecté à un port de diagnostic qu'elle avait découvert, un flux de caractères commença à défiler. C était un texte chiffré, mais il était là. Le fantôme venait enfin de répondre à son appel. La tension dans le laboratoire était devenue presque insoutenable. Sophie Renaud, le visage tendu par la concentration, lança un programme de déchiffrement. L'algorithme qu'Étienne avait utilisé était une variante personnalisée d'un chiffre de Wigner, mais avec une clé de cryptage non statique, basée sur une série de dates personnelles, que Julien, en fouillant dans sa mémoire, parvint à fournir. La date de naissance de sa mère, leur anniversaire de mariage, sa propre date de naissance. Les lettres et les chiffres sur l'écran commencèrent à se réorganiser, à former des mots, puis des phrases. Lentement, comme un message émergeant de la brume du temps, le dernier message d'Étienne Lefebvre apparut, clair et glacial. Julien se pencha, le souffle coupé, et lut les mots qui allaient faire basculer sa vie et réécrire l'histoire. Le lynx est une taupe. Il vend le réseau Phoenix. Point mort à la station. Il me traque. Étienne. Les mots restèrent suspendus dans le silence du laboratoire, chargés du poids de 18 années de mensonges. Taupe. Il me traque. Chaque syllabe était un coup de poignard dans la version officielle, dans l'image du traître que Julien avait porté comme une croix toute sa vie. Son père n'avait pas fui. Il avait été piégé, chassé. Un vertige glacial le saisit. Ce N était plus une quête personnelle pour comprendre un père absent. C était la preuve d'un crime, d'une conspiration au plus haut niveau de l'État. Sophie Renaud le regarda, son expression professionnelle remplacée par une profonde inquiétude. « Julien, dit-elle d'une voix soudainement grave, ce n'est plus de l'histoire. C'est une pièce à conviction. Et les gens qui ont fait ça à votre père ne voudront jamais qu'elle refasse surface. Vous êtes en danger. » Le choc de la révélation laissa Julien sans voix, le corps vidé de sa force. Il s'agrippa au bord du bureau de Sophie, le regard perdu sur les mots qui flottaient sur l'écran. Taupe. Il me traque. Ces termes, qu'il avait si souvent lus dans des livres d'histoire, prenaient soudain une dimension charnelle, violente. Ce N était plus un concept abstrait, C était le dernier souffle de son père, un cri d'agonie numérique piégé dans l'ambre de la technologie. La honte qu'il avait rongée pendant 18 ans se mua en une rage sourde, une douleur si intense, qu'elle en devenait physique. Son père, N, était pas un traître. Il était une cible. Un homme seul contre un système corrompu, et il avait perdu. Dans le silence du laboratoire, Julien sentit le poids de cet héritage se transférer sur ses propres épaules. La quête de vérité N était plus un choix, C était un devoir filial, une dette à payer à un fantôme. Sophie Renaud, reprenant son sang-froid de scientifique, projeta le message sur un grand écran mural. Ensemble, ils le disséquèrent mot par mot, comme un artefact archéologique. Le lynx était clairement un nom de code. Le fait qu'il ne soit pas identifié suggérait un individu de haut rang, protégé par l'anonymat. Réseau Phoenix était l'inconnu majeur, un nom de projet, une opération dont aucune trace n'existait dans les archives publiques. C était le secret que Viunifitelagi cherchait à protéger, ou que le lynx cherchait à vendre. Enfin, point mort à la station. Sophie confirma que point mort était le jargon classique pour une dead drop, un lieu d'échange de renseignements sans contact direct. La station était donc la clé géographique, le point de départ de toute enquête sur le terrain. C était une instruction, un dernier indice laissé par son père pour quiconque trouverait la machine. En quittant l'université, Julien se sentit comme un étranger dans sa propre ville. Les rues de Paris, qu'il parcourait chaque jour avec une indifférence familière, lui semblaient désormais hostiles, pleines d'yeux invisibles. Chaque passant qui croisait son regard, chaque voiture qui ralentissait à sa hauteur, était une menace potentielle. La paranoïa, ce poison de la guerre froide qu'il décrivait à ses étudiants,
s'infiltrait dans ses veines. Il comprenait maintenant l'isolement de son père, cette sensation d'être un homme traqué dans un monde qui continue de tourner, comme si de rien N était. Le message chiffré N était plus dans la machine, il était gravé dans son esprit, un secret radioactif qui le coupait du reste de l'humanité. Il N était plus Julien Lefebvre, professeur d'histoire. Il était le fils d'une cible, et peut-être, la cible suivante. De retour dans la sécurité de son appartement, il transforma son bureau en salle d'opération. Il étala de vieilles cartes état-major de la région Île-de-France datant des années 1980, cherchant frénétiquement toute mention du mot station. Station radio, station météo, station de pompage. Les possibilités étaient infinies et décourageantes. Il consulta des annuaires militaires de l'époque, des documents déclassifiés sur les infrastructures de l'OTAN avant le retrait de la France. La tâche était titanesque. Chaque piste semblait mener à une impasse. Émotion brute des premières heures laissait place à la frustration méthodique de l'enquêteur. Il sentait qu'il tournait en rond, noyé sous une masse d'informations conçues pour cacher, et non pour révéler. Il avait besoin d'un autre regard, d'une expertise qui n'était pas la sienne. C'est là que le nom de Chloé Dubois lui revint en mémoire. Une de ses anciennes étudiantes, brillante, têtue, devenue une journaliste freelance pugnace, qui signait des articles d'investigation pour des publications en ligne. Il se souvenait de son audace, de sa capacité à dénicher des informations là où personne ne pensait à chercher. L'impliquer était un risque immense. Il allait la jeter dans la gueule du loup, la rendre complice d'une vérité que des gens puissants avaient enterrée sous un cadavre. Il hésita pendant une journée entière, pesant sa solitude contre le danger qui lui ferait courir. Mais la vérité sur son père était plus forte que sa prudence. Il retrouva un de ses articles, composa son numéro de téléphone le cœur battant, sachant que cet appel allait changer non seulement sa vie, mais aussi la sienne. Leur rencontre eut lieu dans un café anonyme près de la place de la République, le bruit ambiant leur servant de couverture. Julien observa Chloé arriver, son énergie contrastant avec sa propre fatigue anxieuse. Il lui présenta l'affaire avec la prudence d'un historien, parlant d'une incohérence historique, découverte dans une archive privée. Il lui montra une transcription partielle du message, enlevant les mots taupe et traque, mais laissant le lynx, réseau Phénix, et la cruciale, station. Il vit étincelle dans ses yeux. Ce van était pas seulement l'appât d'un scoop, mais la curiosité pure de la chercheuse face à une énigme. Elle le bombarda de questions précises, testant la solidité de son récit. À la fin de leur conversation, elle ne dit qu'une chose. « Je suis dedans. Mais vous me devez toute la vérité, professeur. » Le partenariat fut immédiatement productif. Tandis que Julien apportait la profondeur historique, Chloé apportait la vitesse et les outils du journalisme moderne. Elle passa des heures à fouiller des bases de données numérisées, des forums d'anciens militaires, des archives de presse. Elle croisa les informations sur les sites militaires désaffectés autour de Paris, avec des mots-clés comme DST, communication, écoute. Au bout de 2 jours, elle le rappela, la voix vibrante d'excitation. J'ai quelque chose. Une ancienne station d'interception de l'OTAN, dans la forêt de Marly-le-Roi. Officiellement fermée en 1982, mais des rapports non confirmés parlent d'une utilisation clandestine par les services français, jusqu'à la fin des années 80. Était une station écoute. Une station. À la parle du nu. La précision factuelle de la trouvaille était glaçante. Ce nom, Marly-le-Roi, résonna en Julien comme un écho funèbre. Ce N était plus une coordonnée sur une carte, mais une destination, une scène de crime potentiel. Le message de son père venait de les guider vers un lieu physique, un endroit où le passé N était peut-être pas tout à fait mort. Il sentit un mélange de peur et de détermination. Aller là-bas, c'est était marcher sur les dernières traces de son père, c'est était s'exposer, sortir de l'ombre. Il regarda la carte que Chloé lui avait envoyée, le point rouge marquant l'emplacement de la station abandonnée. Était là. La réponse, ou du moins la prochaine question, les attendait au milieu des arbres et des ruines, là où le silence était abattu 18 ans plus tôt. Ils prirent leur décision sans un mot, ils iraient, ensemble. La forêt de Marly-le-Roi les accueillit avec le silence humide et pesant des lieux oubliés. Le trajet en voiture avait été tendu, chaque mot échangé entre Julien et Chloé, semblant trop léger face à la gravité de leur destination. L'ancienne station écoute de l'OTAN N, était plus qu'un squelette de béton dévoré par la végétation, une carcasse abandonnée de la guerre froide.
En franchissant le grillage éventré, Julien sentit un frisson le parcourir, une sensation étrange et profonde, être sur les traces d'un fantôme, son propre père. Était ici, dans ce décor de désolation, que les derniers moments de liberté d'Étienne Lefebvre étaient peut-être joués. L'air était lourd du poids des secrets non résolus, chaque feuille morte qui craquait sous leurs pas résonnant comme un avertissement. Ils n'étaient pas seulement des enquêteurs visitant une archive, ils étaient des profanateurs s'avançant sur une scène de crime vieille de 18 ans, un lieu où la vérité avait été méthodiquement assassinée et enterrée. Leur recherche initiale fut décevante, presque décourageante. Ils arpentèrent les bâtiments éventrés, les couloirs sombres tapissés de graffitis, et les salles vides où des consoles arrachées laissaient des plaies béantes dans les murs. Chloé, pragmatique, photographiait chaque détail, chaque anomalie structurelle, cherchant une logique dans le chaos. Julien, lui, se laissait guider par une sorte d'instinct filial, touchant les murs froids, imaginant son père se déplaçant dans ces mêmes espaces, le cœur battant, sentant le piège se refermer. La frustration montait, le message de la machine était si précis, et pourtant, le lieu restait obstinément muet. Il n'y avait rien. Aucune cache, aucun objet laissé derrière, juste le témoignage du temps et de l'abandon. L'espoir qui les avait animés commençait à s'effriter, remplacé par le doute lancinant. Et si, la station N, était qu'une fausse piste, un dernier écho désespéré dans le vide, c'est alors que Julien le vit. Sur un pan de mur en béton, à l'abri relatif d'un auvent effondré, une marque qui ne ressemblait à aucune autre. Ce N était pas un graffiti récent, mais une gravure fine, presque effacée par érosion. Un petit cercle, avec une ligne brisée le traversant. Il appela Chloé, qui s'approcha, nettoya la surface avec un mouchoir, et examina le symbole avec une attention intense. Son visage s'illumina soudain. « J'ai déjà vu ça », murmura-t-elle, sortant un carnet de sa poche. C'est un signe de piste, un de ces symboles discrets que les agents utilisaient pour marquer des lieux de contact, ou des boîtes aux lettres mortes. Ce n'est pas un indicateur de cache, c'est un signal. Il disait à quelqu'un qu'il était passé par là, ou qu'il fallait chercher ailleurs. La découverte était capitale, c'était la première preuve physique que Étienne N était pas ici en fugitif, mais en agent en pleine opération clandestine. Le symbole changea radicalement la direction de leur enquête. Il ne désignait plus un lieu, mais une personne. Était un message destiné à un allié, à quelqu'un qui connaissait le langage secret des ombres. Ils comprirent qu'ils devaient trouver un survivant de l'ancienne unité de cryptographie de la DST, quelqu'un qui aurait pu être le destinataire de ce signal. Le nom de Gérard Lambert, que Julien se rappelait vaguement comme le seul ami proche de son père au bureau, devint soudain leur unique piste. Chloé passa des heures à éplucher de vieux annuaires, et des registres d'anciens combattants. Elle finit par trouver une adresse, un petit appartement dans une banlieue grise de Paris. Il savait que s'approcher de cet homme serait délicat. Il était soit un complice potentiel, soit une victime terrorisée. Dans les deux cas, il était un lien direct et vivant avec le secret que le lynx avait tout fait pour ensevelir. Leur première rencontre avec Gérard Lambert fut un échec glacial. L'homme qui leur ouvrit la porte de son appartement sombre et confiné était que l'ombre d'un fonctionnaire de l'État. Était un vieillard frêle, dont les yeux étaient constamment en mouvement scrutant le couloir derrière eux avec une peur panique. Dès que Julien prononça le nom de son père, le visage de Lambert se ferma. Il nia l'avoir bien connu, balbutia que était une histoire ancienne et dangereuse, et tenta de refermer la porte. Sa main tremblait si fort, qu'il eut du mal à tourner le verrou. Cette réaction, ce déni viscéral et cette terreur non dissimulée, étaient plus éloquentes que n'importe quel aveu. Ils n'avaient rien obtenu de lui, mais ils repartirent avec une certitude absolue, cet homme savait. Il était le gardien d'une vérité qui le rongeait de l'intérieur depuis près de 2 décennies. Une vérité qu'il jugeait suffisamment mortelle pour préférer vivre emmuré dans le silence. Pendant ce temps, dans les bureaux feutrés de la DGSE, une alerte silencieuse venait de se déclencher. Alain Moreau, en pleine réunion sur la lutte antiterroriste, reçut une note discrète d'un contact au service des archives de la Défense. La note était laconique. Le dossier Lefebvre, Étienne, 1986, a été consulté hier. Demandeur, Chloé Dubois, journaliste. Le nom de Lefebvre fit l'effet d'une décharge électrique dans l'esprit de Moreau. 18 ans de silence, de sécurité, de prestige bâti sur ce mensonge originel, et voilà qu'une journaliste fouineuse et, sans doute, le fils du traître, remuait la vase.
Son visage resta impassible, mais à l'intérieur, un prédateur venait de se réveiller. Il s'excusa poliment, se retira dans son bureau sécurisé, et passa un seul appel, sur une ligne cryptée. Ces mots furent brefs, et sans appel. Le fantôme a un héritier. Occupez-vous-en, discrètement. La partie D, échec venait de reprendre. La riposte fut rapide et brutale. 2 jours plus tard, en rentrant de l'université, Julien trouva la porte de son appartement forcée. À l'intérieur, ce N était pas le chaos d'un cambriolage ordinaire. C était une fouille méthodique, professionnelle. Ses livres avaient été sortis des étagères. Ses dossiers de recherche sur son père étaient éparpillés, mais rien de valeur n'avait été volé. Le message était clair. Il ne cherchait pas de l'argent. Il cherchait quelque chose de précis. Probablement la machine à crypter, que Julien, par précaution, avait confiée à Sophie Renaud. Son ordinateur portable avait été ouvert, et le disque dur était complètement effacé, une page blanche numérique, là où se trouvaient ses notes et ses espoirs. La peur, jusqu'alors une angoisse intellectuelle, devint une réalité physique et glaçante. Le lynx savait. Et il venait de leur signifier qu'il était prêt à tout pour protéger son secret. Chloé ne fut pas épargnée. Du jour au lendemain, 2 de ses principaux contrats de pigiste furent annulés sans explication plausible, coupant net ses revenus. Puis vint l'avertissement direct. Un email, envoyé d'une adresse intraçable, apparut dans sa boîte de réception. Il ne contenait qu'une seule phrase. Certaines histoires du passé sont des tombes. Cessez de creuser si vous ne voulez pas y trouver une place. La menace était à la fois anonyme et terriblement personnelle. Le réseau de Moreau était bien réel, puissant et capable d'exercer une pression insidieuse bien plus efficace que la violence brute. Ilsen était plus face à un mystère historique, mais à une conspiration active, une toile d'araignée tissée au cœur même de l'appareil des États, dont les fissards étendaient jusqu'à leur vie quotidienne. Ils étaient isolés, vulnérables, et l'ennemi qu'ils combattaient semblait omniscient. Poussés par le désespoir et la certitude qu'ils n'avaient plus rien à perdre, ils retournèrent voir Gérard Lambert. Cette fois, leur approche fut différente. Julien ne se présenta pas en enquêteur, mais en fils. Il montra à Lambert les photos de son appartement saccagé, lui lut l'email de menace reçu par Chloé. « Regardez, dit-il, sa voix brisée par la tension, ils me font la même chose que j'aurais, à lui. Ils essayent de m'effacer, de me faire taire. Vous étiez son ami. Vous ne pouvez pas laisser l'histoire se répéter. » Le conflit sur le visage de Lambert était terrible à voir. Sa peur luttait contre 18 années de culpabilité refoulée. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues creuses. Le mur de silence qu'il avait bâti autour de lui pendant si longtemps venait de se fissurer, laissant enfin passer la lumière crue et douloureuse de la vérité. Dans un murmure tremblant, Lambert commença à parler. « Le réseau Phénix », souffla-t-il, comme si le nom seul était une malédiction. Ce N n'était pas un simple projet. C était le chef des œuvres des Étienne. Un programme de contre-espionnage révolutionnaire, un algorithme qu'il avait conçu pour analyser nos propres communications et débusquer les fuites. Il avait la certitude qu'une taupe de très haut niveau vendait des informations à la KGB. Pas n'importe quelles informations, la liste de nos agents à Berlin-Est. Il les envoyait à la mort. Lambert marqua une pause, suffoquant sous le poids de ses souvenirs. Étienne avait isolé un suspect, un homme ambitieux, charismatique, que tout le monde admirait, un agent qui avait un nom de code. Étienne l'appelait le lynx. La pièce semblait être vidée de tout son air, chaque mot de Lambert confirmant les pires craintes de Julien. Julien, le souffle coupé, posa la question qui le hantait depuis le début. Qui était le lynx? Gérard Lambert ferma les yeux, comme pour se protéger de l'onde de choc que son aveu allait provoquer. Il se pencha en avant, et sa voix ne fut plus qu'un souffle rauque, à peine audible, mais chaque syllabe frappa Julien comme un coup de poing en pleine poitrine. Le lynx, C, était son collègue, celui qui a mené l'enquête interne après sa disparition. Celui qui a conclu à la trahison et qui a bâti sa carrière sur les ruines de la réputation d'Étienne. Il rouvrit les yeux, le regard noyé de honte et de terreur. Le lynx, c'est Alain Moreau. Le nom flotta dans le silence de l'appartement, monstrueux de simplicité. L'ennemi avait un visage. Le traître était un héros national. Et il venait de déclarer la guerre à l'un des hommes les plus puissants de France. Le nom d'Alain Moreau tomba dans le silence de l'appartement comme une pierre tombale. Ce N était plus un fantôme anonyme, un nom de code cryptique, mais un homme de chair et de sang,
une figure publique dont le visage s'affichait parfois dans les journaux, incarnation du dévouement à la patrie. Pour Julien, la révélation fut un séisme qui détruisit les dernières fondations de son monde. L'homme qui avait supervisé l'enquête, qui avait signé le rapport condamnant son père à une éternelle infamie, était le véritable traître, le meurtrier. La conspiration N n'était pas une simple dissimulation bureaucratique. Était une usurpation, un vol d'identité et d'honneur, qui durait depuis 18 ans. Chloé, à ses côtés, sentit le poids de la nouvelle. Il ne se battait plus contre le passé, mais contre une institution, contre l'un des hommes les plus puissants et les mieux protégés de France. Voyant leur effroi, Lambert sembla puiser dans une dernière réserve de courage. Sa voix, bien que tremblante, se fit plus précise. Étienne savait qu'il était en danger. Il avait commencé à doubler ses recherches les plus sensibles dans un carnet personnel. Un cahier noir, comme il l'appelait. Il y notait tout. Les dates des transmissions suspectes de Moreau, les noms de code des agents sacrifiés, les calculs qui prouvaient la trahison. Il m'a dit un jour que si quelque chose lui arrivait, ce carnet serait sa voix d'outre-tombe. Il ne l'aurait jamais gardé sur lui, ni au bureau. Était un homme de secret, même dans sa vie privée. Il a dû le cacher dans un lieu qui n'avait de sens que pour lui, un endroit où personne ne penserait à chercher. C'est la seule preuve tangible qui existe, notre seule arme. Pendant que Julien était encore sous le choc, Chloé se jeta dans le travail, son instinct de journaliste reprenant le dessus. Elle passa la nuit à éplucher les archives en ligne, à reconstituer la carrière d'Alain Moreau. Le tableau qui se dessina était à la fois impeccable et troublant. Chaque promotion majeure de Moreau, chaque médaille, chaque poste stratégique qu'il avait obtenu, semblait suivre de près un événement obscur. La retraite anticipée d'un rival, la mort accidentelle d'un enquêteur un peu trop curieux, le classement sans suite d'une affaire de fuite potentiellement embarrassante. Pris isolément, chaque événement était anodin. Mais mis bout à bout, il formait une trajectoire sanglante et méthodique, celle d'un prédateur qui avait su éliminer tous les obstacles sur son chemin vers le sommet, en commençant par Étienne Lefebvre. L'impact de ces découvertes sur Julien fut profond. Il était plus seulement le fils en quête de vérité, il devenait l'héritier d'un combat inachevé. La colère remplaça la peur, une rage froide et déterminée. Il se replongea dans le dossier officiel de son père, mais cette fois, il le lisait avec des yeux nouveaux. Chaque page, chaque ligne était une insulte. La signature d'Alain Moreau, apposée au bas du rapport final, lui parut obscène. Était la signature du bourreau validant le suicide de sa victime. Il comprit que son père n'avait pas été seulement trahi par un collègue, mais par le système tout entier, un système qui avait préféré sacrifier un homme innocent, plutôt que d'admettre qu'il était gangréné de l'intérieur. Son combat était plus seulement personnel, il était devenu une question de justice fondamentale. Alain Moreau, de son côté, sentit que le danger se rapprochait. Ses sources l'informèrent des recherches de Chloé sur son passé. L'avertissement n'avait pas suffi. Il décida de passer à une intimidation plus directe. Un soir, alors que Julien rentrait chez lui, 2 policiers en uniforme l'interceptèrent pour un contrôle d'identité anodin. Mais le contrôle éternisa. Ils fouillèrent sa voiture, l'interrogèrent sur ses allées et venues, leurs questions faussement polies chargées d'un sous-entendu menaçant. L'un d'eux, en lui rendant ses papiers, le fixa droit dans les yeux et dit « Faites attention où vous mettez les pieds, monsieur Lefebvre. Paris peut être une ville dangereuse pour ceux qui déterrent les mauvaises histoires. » Le message était d'une clarté glaciale. Ils étaient plus invisibles, ils étaient des cibles identifiées. La pression sur Chloé s'intensifia également, frappant là où ça faisait le plus mal, sa crédibilité professionnelle. Un article d'investigation sur lequel elle travaillait depuis des mois, sans aucun lien avec l'affaire Lefebvre, fut soudainement dépublié par son éditeur, qui invoqua des doutes sur la fiabilité de ses sources. Puis, une rumeur commença à circuler dans le petit milieu du journalisme freelance. Chloé Dubois était devenue imprudente, paranoïaque, une journaliste à qui l'on ne pouvait plus faire confiance. Moreau ne se contentait pas de les menacer physiquement, il les détruisait socialement et professionnellement, les isolant, les discréditant, s'assurant que même s'ils découvraient la vérité, personne ne les croirait. Il les transformait en parias, exactement comme il l'avait fait avec Étienne 18 ans plus tôt. Acculés, Julien et Chloé comprirent que leur seule chance était de trouver le cahier noir. Ils retournèrent voir Lambert, qui, malgré sa terreur, leur fournit un dernier indice. Étienne était obsédé par la poésie de la résistance, murmura-t-il. Il y avait une phrase de René Char qu'il citait sans cesse.
L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Il disait que C était la clé de tout, pas seulement de la cryptographie, mais de la vie. Pour Chloé, la phrase était belle, mais obscure. Mais pour Julien, elle fit écho à un souvenir d'enfance. C était la phrase que son père avait gravée sur la première poutre de la cheminée de leur vieille maison de campagne en Normandie, une maison abandonnée depuis la mort de sa mère, un lieu insignifiant aux yeux du monde, mais essentiel pour sa famille. La confession de Lambert ne s'arrêta pas là. Poussé par un besoin désespéré de vider sa conscience, il leur donna un autre nom, celui de Michel Audran, un archiviste de la DSTAL, époque. Audran était un homme méticuleux, intègre. Il avait exprimé des doutes sur la rapidité avec laquelle le dossier Lefebvre avait été classé. Il trouvait que certaines pièces manquaient, que les dates ne coïncidaient pas. 2 mois après la disparition d'Août, Étienne, il a été muté. Pas à Lyon ou à Marseille. En Guyane. Une mise au placard doré, mais un exil clair et net. Moreau a nettoyé toutes les traces, il a écarté tous ceux qui auraient pu poser des questions. La conspiration N était pas, elle, œuvre d'un seul homme, mais d'un réseau de complices, actifs ou passifs, qui avaient tous contribué à elle, édification du mensonge. Dans son bureau panoramique surplombant Paris, Alain Moreau regardait les photos de Julien et Chloé sur son écran. Son visage était un masque de calme glacial. Il n'y avait plus de place pour les avertissements subtils. Ces 2 amateurs, un professeur et une journaliste, menaçaient de détruire l'Hall, édifice de toute une vie. Il décrocha un téléphone sécurisé, composa un numéro mémorisé. Sa voix était basse, dénuée de toute émotion. La situation avec le fils Lefebvre et sa partenaire est devenue intenable. Le risque est trop grand. Il est temps de clore ce chapitre. Définitivement. Faites en sorte que cela ressemble à un tragique accident. Pas de traces, pas de questions. En raccrochant, il tourna son regard vers la ville. Il avait déjà tué une fois pour protéger son secret. Il n'hésiterait pas à le faire à nouveau. Le trajet vers la Normandie fut une épreuve de nerfs. La vieille Peugeot de Julien semblait incroyablement vulnérable sur l'autoroute. Chaque voiture qui restait trop longtemps dans leur rétroviseur était une menace potentielle, chaque phare dans la nuit une source d'angoisse. Il ne parlait presque pas, le silence dans l'habitacle étant plus lourd que n'importe quelle conversation. Ils étaient plus des enquêteurs en quête de vérité, mais des fugitifs courant vers un dernier espoir fragile. La maison de campagne, lorsqu'ils l'atteignirent tard dans la nuit, était une silhouette sombre et endormie, un fantôme de souvenirs heureux désormais teinté par le danger. En coupant le moteur, le silence de la campagne leur parut assourdissant, un silence qui semblait attendre, prêt à être brisé. À la lueur tremblante de leur lampe de poche, ils pénétrèrent dans la maison froide et poussiéreuse. L'odeur de bois humide et de temps arrêté flottait dans l'air. Julien se dirigea instinctivement vers la grande cheminée en pierre. La citation de René Char était toujours là. À peine lisible sous une couche de suie. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Ses doigts suivirent les lettres gravées, puis il se mit à tâter les pierres autour. Derrière une brique légèrement descellée, ses doigts rencontrèrent le contact froid du métal. Avec un effort, il retira la brique, révélant une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait un carnet à la couverture de cuir noir. Le cœur battant, Julien l'ouvrit. Il reconnut instantanément L, écriture serrée et précise de son père. Au moment où ses yeux se posaient sur la première ligne, le faisceau puissant de phares de voiture balaya la fenêtre, plongeant la pièce dans une lumière crue et aveuglante. Ils n'étaient pas seuls. La lumière crue des phares les cloua sur place, 2 silhouettes figées dans un halo de poussière ancienne. Le carnet noir, à peine ouvert, semblait absorber cette clarté hostile. Dehors, le bruit du moteur S éteignit, laissant place à un silence assourdissant, un vide angoissant que seuls les battements frénétiques du cœur de Julien osaient troubler. Il serra le carnet contre sa poitrine, un réflexe de protection aussi futile que désespéré. La maison de son enfance, ce sanctuaire de souvenirs perdus, venait de se transformer en piège mortel. Les ombres des arbres, projetées sur les murs par la lumière des phares, se contorsionnaient comme des spectres menaçants. Ils n'avaient pas été suivis par hasard. Était une embuscade, la réponse méthodique et impitoyable d'Alain Moreau, un message clair envoyé à travers la nuit normande. La partie était terminée, et il venait de la perdre. Chloé réagit la première, son instinct de survie brisant la paralysie de Julien.
D'un geste vif, elle l'attrapa par le bras, et le tira violemment en arrière, loin de la fenêtre qui les exposait comme des cibles. Elle éteignit leurs lampes de poche, les plongeant dans une obscurité presque totale, une pénombre oppressante, à peine troublée par la lueur extérieure. « Comment ?» souffla-t-elle, sa voix un murmure tendu chargé d'incrédulité et de peur. La question flotta entre eux, sans réponse. « Lambert ? Un traqueur sur leur voiture ? » Peu importait. La paranoïa qui les rongeait depuis des semaines venait de se matérialiser sous la forme de 2 portières de voiture claquant dans la nuit. Le carnet, cet objet de vérité tant convoité, pesait désormais comme une pierre tombale dans la main de Julien. Il contenait la rédemption de son père, mais promettait aussi leur propre fin. Le craquement du gravier sous des semelles lourdes leur parvint, net et précis. 2 hommes, au moins. Ils ne se pressaient pas, leur démarche était celle de prédateurs sûrs de leur proie, méthodiques et professionnels. Julien sentit une sueur glacée, perler le long de sa colonne vertébrale. Il glissa le carnet à l'intérieur de sa veste, le cuir froid contre sa peau moite. Son esprit, habitué à la logique des archives et à la chronologie des faits historiques, était incapable de traiter la brutalité de la situation. Il était plus un historien déterrant le passé, il était une pièce sur un échiquier, sur le point d'être éliminé. Les hommes de Moreau étaient pas venus pour discuter. Ils étaient venus pour récupérer le carnet et effacer les témoins, refermant définitivement un chapitre de l'histoire que Julien avait eu l'imprudence de vouloir ouvrir. Dans un murmure, Chloé désigna une porte au fond de la pièce. La cave. C'est notre seule chance. Ils se mirent à bouger, avec une lenteur infinie, chaque pas une torture. Chaque craquement du vieux plancher une alarme potentielle. Le silence de la maison semblait les trahir, amplifiant le moindre de leurs mouvements. Dehors, un choc sourd et lourd retentit contre la porte d'entrée. Il ne cherchait pas à être discret, il voulait entrer. Julien sentit l'adrénaline lui monter à la gorge, un goût métallique de panique pure. Il revoyait les rapports sur les accidents et les disparitions qui jalonnaient la carrière de Moreau. Il comprenait maintenant, dans sa chair, comment un homme pouvait être effacé de l'histoire. Ce n'était pas un processus bureaucratique, était un acte de violence brute, ici et maintenant, dans la pénombre d'une maison oubliée. Ils atteignirent la porte de la cave. Une simple planche de bois brut, fermée par un loquet en fer rouillé. Julien lutta avec le mécanisme, ses doigts tremblants le rendant maladroit. Le grincement du métal sembla hurler dans le silence. Un second coup plus violent, ébranla la porte d'entrée, faisant vibrer les murs. Il n'avait plus que quelques secondes. La peur de Julien était plus une angoisse intellectuelle. Était une terreur primale, la certitude viscérale de la mort imminente. Il se sentait incroyablement fragile, un simple universitaire face à des tueurs professionnels. Toute sa connaissance de l'histoire, des guerres et des complots, ne valait rien face à la réalité d'une porte en bois sur le point de céder et de 2 hommes venus pour le tuer. Il était plus le fils d'une victime, il était sur le point de partager son destin. Enfin, le loquet céda dans un claquement sonore. Ils basculèrent dans l'escalier menant à la cave, s'engouffrant dans une obscurité froide et humide. L'odeur de terre battue, de vin tourné et de décennies d'oubli les saisit. Chloé tira la porte derrière eux, mais il n'y avait pas de verrou de ce côté. Ils étaient piégés. Au-dessus d'eux, ils entendirent le fracas du bois qui cède. La porte d'entrée était ouverte. Des bruits de pas lourds résonnèrent sur le plancher, se déplaçant avec une assurance glaçante. Les hommes balayaient les pièces du rez-de-chaussée, méthodiquement. Chaque craquement des lattes au-dessus de leur tête était comme un compte à rebours, marquant les derniers instants de leur vie. Ils étaient acculés dans les fondations même de l'histoire familiale de Julien, un tombeau improvisé. Soudain un faisceau de lumière blanche et puissante traversa les fentes du plancher, balayant l'obscurité de la cave. Julien et Chloé se plaquèrent contre le mur en pierre froide, se cachant derrière de vieux tonneaux éventrés. Le faisceau passa à quelques centimètres du visage de Julien. Il retint son souffle, ses poumons en feu, le silence seulement brisé par les battements sourds de son propre sang dans ses oreilles. Puis des voix leur parvinrent, basses, professionnelles, dénuées de toute émotion. Vérifie chaque pièce. Le carnet doit être sur lui. Il ne cherchait pas au hasard. Il savait. Lambert les avait trahis, ou alors l'étau de Moreau était si puissant, si omniscient, qu'il n'y avait jamais eu aucune échappatoire possible. Ils n'avaient jamais été des chasseurs, seulement des proies courant dans un labyrinthe, dont Moreau tenait toutes les sorties.
Recroquevillé dans le noir, serrant le carnet contre lui, Julien fut submergé par une vague d'empathie dévastatrice pour son père. C était donc ça. C était cette terreur, cet isolement absolu, cette certitude d'être traqué par une force invisible et implacable que Étienne avait dû ressentir dans ses derniers moments. La quête intellectuelle pour la vérité venait de s'effondrer pour révéler une lutte brutale pour la survie. Ce N était plus une question de réhabiliter une mémoire, mais de respirer encore une minute de plus. Dans le froid humide de la cave, par-delà les 18 années de silence et de mensonges, Julien sentit pour la première fois un lien indéfectible avec son père, celui d'être la cible du même prédateur, l'ennemi juré de l'homme connu sous le nom de lynx. Le plancher juste au-dessus de la porte de la cave gémit sous un poids lourd. Les pas s'arrêtèrent. Et en bas, demanda une voix, une vieille cave. La porte est bloquée, répondit l'autre. Une seconde d'espoir insensé, immédiatement anéanti par le bruit d'un coup de pied puissant. Le vieux bois craqua, protestant. Un second coup, et la porte fut arrachée de ses gonds, écrasant au bas des marches, dans un vacarme assourdissant. Une lumière aveuglante inonda l'escalier, projetant leurs ombres tremblantes sur le mur du fond. Ils étaient à découvert. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher, plus d'échappatoire. Le silence qui suivit fut pire que le bruit, un silence chargé de la finalité de leur échec. La chasse était terminée. Une silhouette se découpa dans l'encadrement de la porte, un homme massif vêtu de noir, le visage masqué par le contre-jour. Il commença à descendre les marches, lentement, son calme ajoutant à la terreur de la scène. Le faisceau de sa lampe de poche les trouva, les épinglant contre le mur comme des insectes. Julien se plaça devant Chloé, un geste de protection dérisoire. Il ne pouvait pas voir le visage de l'homme, mais il vit distinctement le reflet du métal dans son autre main. Ce N était pas une deuxième lampe. C était une arme de poing, équipée d'un silencieux. L'objet était d'une efficacité clinique, conçu non pas pour menacer, mais pour exécuter. La réalité de la situation le frappa avec la force d'un coup de poing. Ils allaient mourir ici, dans cette cave, et leur corps ne serait jamais retrouvé. L'homme atteignit le sol en terre battue. Sa voix était posée, presque détachée, ce qui la rendait encore plus monstrueuse. Le carnet, monsieur Lefebvre. Donnez-le-moi, et tout se passera bien. C était un mensonge évident, une formalité avant l'inévitable. Le cerveau de Julien se vida de toute pensée complexe, ne laissant que le dilemme le plus primal. Livrer le carnet, C était anéantir le dernier sacrifice de son père, C était laisser Moreau gagner pour toujours. Le garder, C était signer leur arrêt de mort immédiat. Il regarda Chloé, dont le visage était blême de terreur, mais dont les yeux brillaient d'une étrange lueur de défi. Dans son regard il ne vit pas la résignation, mais la rage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Dans cette fraction de seconde où tout semblait perdu, Chloé agit. Son bras jaillit, saisissant une vieille bouteille vide sur un casier à vin. Avec un cri qui était à la fois un hurlement de peur et un rugissement de défi, elle la projeta de toutes ses forces, non pas sur l'homme, mais sur la lampe torche qu'il tenait. La bouteille se fracassa contre le mur dans un bruit de verre éclaté, mais elle avait atteint sa cible. Surpris, l'homme lâcha la lampe, qui tomba au sol, et éteignit. Ils furent instantanément replongés dans une obscurité totale, un noir d'encre absolu et désorientant. C était leur seule et unique chance, un instant de chaos qu'ils devaient saisir avant qu'il ne se referme sur eux. Sans une seconde de réflexion, Julien attrapa la main de Chloé et la tira vers l'escalier. Il bouscula l'homme dans le noir, sentant le contact dur de l'arme contre son épaule. Ils trébuchèrent dans les marches, remontant à l'air libre comme s'ils s'extirpaient d'une tombe. Derrière eux un juron étouffé, puis le son feutré presque discret, d'un coup de feu tiré par un silencieux. Le astérisque caractéristique, fut suivi du sifflement d'une balle qui passa si près de l'oreille de Julien, qu'il sentit le souffle de l'air déplacé. La balle alla se loger dans un mur, faisant éclater le plâtre. Ils ne s'arrêtèrent pas. Ils franchirent la porte d'entrée défoncée et élancèrent dans la nuit glaciale de la campagne normande, courant à perdre haleine, sans destination, avec pour seul trésor le carnet noir de G qui contenait une vérité pour laquelle ils étaient désormais prêts à mourir. La course à travers les champs normands fut un cauchemar éveillé, une fuite désespérée dans l'obscurité glaciale. Leurs poumons brûlaient, leurs jambes étaient lacérées par les ronces, mais la peur les propulsait en avant, loin des phares et du son feutré des tirs. Ils coururent jusqu'à ce que le son de leur propre respiration haletante
soit le seul bruit dans la nuit. Ils abandonnèrent la voiture de Julien dans un village endormi, marchèrent des kilomètres jusqu'à une petite gare régionale et prirent le premier train à l'aube, se fondant parmi les navetteurs matinaux. Ils trouvèrent refuge dans un hôtel anonyme de la banlieue lilloise, à des centaines de kilomètres de Paris, payant en espèces et s'enregistrant sous un faux nom. Pour la première fois depuis des jours, ils étaient hors du radar, deux fugitifs en possession d'un secret capable de faire trembler la République jusqu'à ses fondations. Dans la chambre d'hôtel impersonnelle, sous la lumière blafarde d'une lampe de chevet, Julien posa enfin le carnet noir sur le lit. L'objet semblait absorber toute la lumière de la pièce. Avec des mains encore tremblantes, il l'ouvrit. Chaque page était couverte de l'Aïzel, écriture serrée et méticuleuse de son père. Ce N n'était pas un journal intime, mais un acte d'accusation. Des dates, des heures, des fréquences radio, des numéros de compte bancaire suisse, des noms de code d'agents de la DST sacrifiés à Berlin-Est. Étienne avait documenté chaque trahison d'Alain Moreau, avec la précision d'un mathématicien prouvant un théorème. Il y avait même une analyse détaillée de la psychologie de Moreau, le décrivant comme un sociopathe ambitieux, motivé non pas par l'idéologie, mais par une soif de pouvoir et une cupidité insatiable. Le carnet était la preuve ultime, la voix d'outre-tombe d'un homme qui savait qu'il allait mourir, mais qui refusait de laisser le mensonge l'emporter. En lisant les mots de son père, Julien sentit les 18 années de distance et de honte s'effondrer. Il ne lisait pas les notes d'un espion, mais le testament d'un père terrifié, luttant désespérément pour protéger son pays, et laisser une trace de vérité pour le fils qu'il savait ne jamais voir grandir. Dans les marges, à côté des équations complexes, il y avait de petites notes personnelles, des réflexions sur la justice, le devoir, et une phrase qui déchira le cœur de Julien, pour que Julien puisse un jour comprendre. Était un moment de communion insoutenable et magnifique. La rage qu'il avait ressentie se mua en une profonde tristesse, mais aussi en une détermination de fer. Il ne se battait plus seulement pour réhabiliter un nom, mais pour honorer le sacrifice d'un homme qui avait tout perdu pour la vérité. C'est Chloé qui rompit le silence chargé de émotion, son esprit de journaliste reprenant le contrôle. On ne peut aller ni à la police, ni à la justice, ni même à la DGSE, dit-elle d'une voix ferme. Moreau a des contacts partout. Le carnet disparaîtrait, et nous avec. Il contrôle le récit officiel. Pour le battre, il faut créer un récit plus puissant, un récit que personne ne pourra étouffer. Elle expliqua leur seule option, la fuite en avant. Ils devaient contourner toutes les institutions françaises et s'adresser directement à une instance que Moreau ne pouvait pas contrôler. La presse internationale. Était leur unique arme, un pari risqué où le premier qui tirerait l'emporterait. Ils n'avaient qu'une seule chance, et elle devait être décisive. Le plan de Chloé était audacieux et précis. Elle utilisa un téléphone prépayé pour contacter un seul homme. David Harrison, un rédacteur en chef chevronné du *Guardian* à Londres, connu pour son intégrité et son courage face aux pressions étatiques. Elle ne lui donna aucun détail, juste assez pour piquer sa curiosité. J'ai la preuve documentée d'une affaire de trahison au sommet des services secrets français qui dure depuis près de 20 ans, impliquant la mort d'un agent et un coup monté. Un rendez-vous fut fixé pour le lendemain à Bruxelles, un terrain neutre. Ils prirent un bus de nuit, voyageant séparément pour minimiser les risques, le précieux carnet dissimulé dans une doublure du sac de Chloé. Chaque kilomètre qui les séparait de la France était une petite victoire, un pas de plus vers la lumière. La rencontre eut lieu dans un café discret près du Parlement européen. Harrison, un homme au regard sceptique mais attentif, les écouta pendant 2 heures sans les interrompre. Julien raconta son histoire, Chloé présenta la chronologie des faits. Puis, ils posèrent le carnet sur la table. Harrison passa 1 heure à le feuilleter, son expression passant du doute à l'aile, étonnement, puis à une gravité intense. Il comprit immédiatement l'ampleur de l'affaire. De retour à Londres, il mobilisa une équipe secrète de ses meilleurs journalistes d'investigation. Pendant 1 semaine, ils travaillèrent dans le plus grand secret, vérifiant chaque nom, chaque date. Ils contactèrent discrètement des experts, pour authentifier, écriture et le papier du carnet. Parallèlement, Chloé leur fournit le contact du docteur, Sophie Renaud, qui, depuis Paris, valida anonymement les aspects techniques de la machine et du message initial, apportant la caution scientifique indispensable. Le dimanche suivant, à 6 heures du matin, la bombe explosa. Le *Guardian, en collaboration avec *Le Monde* en France,
et le New York Times aux États-Unis, publia une enquête dévastatrice en une de leurs éditions papier et numérique. Le titre barrait la page, « L'affaire Lynx, le héros de la DGSE, était un traître du KGB ». L'article, étayé par des facsimilés des pages du carnet D. Étienne, racontait toute l'histoire. La trahison d'Alain Moreau, le meurtre maquillé en désertion d'. Étienne Lefebvre, le réseau Phénix, les agents sacrifiés. Était un séisme journalistique, une déflagration qui secoua Élysée et la communauté du renseignement français. L'histoire N était plus une rumeur ou une accusation, mais un fait documenté, exposé aux yeux du monde entier. Le scandale fut instantané et cataclysmique. En quelques heures, l'affaire devint le principal sujet d'actualité en France. Les chaînes d'information en continu tournaient en boucle, les partis d'opposition demandaient la création d'une commission d'enquête parlementaire, et le silence embarrassé du gouvernement ne fit qu'attiser les flammes. La DGSE fut plongée dans la plus grave crise de son histoire, la confiance du public et des alliés internationaux était brisée. Alain Moreau fut immédiatement suspendu de ses fonctions, son visage autrefois respecté devenant le symbole de la duplicité et de la corruption au cœur de l'État. Le piège qu'il avait si méticuleusement refermé sur Étienne Lefebvre, venait de se retourner contre lui avec une force décuplée. Face au déferlement médiatique et aux preuves accablantes, Moreau tenta une dernière manœuvre. Il apparut à la télévision, le visage blême mais combatif, niant tout en bloc, dénonçant une manipulation grotesque et une opération de déstabilisation. Mais sa défense était vaine. Le carnet noir, dont l'authenticité était désormais confirmée par 3 laboratoires indépendants, était une preuve irréfutable. Isolé, abandonné par ses protecteurs politiques qui cherchaient à sauver leur propre carrière, et faisant face à une inévitable inculpation pour haute trahison, Alain Moreau choisit la dernière sortie. Le mardi matin, 2 jours après la publication de l'article, il fut retrouvé mort dans son bureau à domicile. La police conclut à un suicide. Il n'y aurait pas de procès public, pas de condamnation formelle, une justice imparfaite, mais une justice tout de même. La chute de Moreau entraîna la réhabilitation complète d'Étienne Lefebvre. Une semaine plus tard, le président de la République fit une déclaration solennelle, reconnaissant la terrible erreur judiciaire, et présentant les excuses de la nation à la famille Lefebvre. Étienne fut réintégré à titre posthume dans ses fonctions, et décoré de la Légion d'honneur, pour service exceptionnel rendu à la France. Une petite plaque fut dévoilée dans le hall du siège de la DGSE, honorant sa mémoire de héros mort en service. Lors d'une cérémonie privée, le ministre de la Défense remit à Julien le drapeau français, qui recouvrait le cercueil symbolique de son père. En cet instant, le poids de la honte qui avait défini sa vie évapora pour toujours, remplacé par une immense et paisible fierté. Les autres pièces de l'échiquier trouvèrent également leur place. Protégé par le scandale public, Gérard Lambert livra un témoignage complet et poignant devant la commission parlementaire, racontant les derniers jours de son ami et confirmant chaque détail du carnet. Libéré du secret qui l'avait emprisonné pendant 18 ans, il put enfin vivre ses dernières années en paix. Chloé Dubois, quant à elle, devint une figure majeure du journalisme d'investigation. Elle refusa les offres lucratives des grands médias, préférant fonder sa propre plateforme en ligne dédiée aux enquêtes au long cours, s'assurant de toujours pouvoir donner une voix à ceux que le pouvoir cherchait à faire taire. Son nom devint synonyme de courage et d'intégrité journalistique. Julien retourna à sa vie de professeur, mais il était plus le même homme. La réserve craintive avait laissé place à une assurance tranquille. Il avait affronté les fantômes de son passé, et en était sorti victorieux, non seulement en réhabilitant son père, mais en découvrant en lui une force qu'il ne soupçonnait pas. Le silence de son appartement, autrefois oppressant, était désormais un havre de paix, un lieu de réflexion. Il avait trouvé la réponse à la question qui avait hanté son existence. Il comprenait enfin son père, non comme une figure abstraite, mais comme un homme de principe qui lui avait légué l'héritage le plus précieux. La conviction que la vérité, même enfouie sous des décennies de mensonges, valait toujours la peine d'être exhumée, quel qu'en soit le prix. Un soir, quelques mois plus tard, Julien était assis à son bureau. Devant lui, la machine à crypter, désormais silencieuse, et le carnet noir, posé à côté. Ces objets étaient plus des vecteurs de danger, mais des reliques sacrées, les témoins d'une quête qui avait redéfini sa vie. Il caressa le métal froid de la machine, ce vestige d'un monde disparu, qui lui avait tendu un pont à travers le temps.
Il n'avait pas seulement résolu un mystère de la guerre froide, il avait eu une dernière conversation avec son père. Le fantôme de Paris avait enfin trouvé le repos, son dernier chiffre ayant été déchiffré non par un algorithme, mais par l'amour indéfectible d'un fils qui avait refusé de laisser l'histoire être le dernier mot. Le silence qui régnait désormais dans l'appartement de Julien N. était plus celui, lourd et oppressant, de la solitude et de la honte. Était un silence plein, habité par la présence apaisée d'une mémoire réconciliée. La machine à crypter reposait sur le bureau en chêne, non plus comme une anomalie menaçante, mais comme un totem familial, un pont de métal et de circuits, jeté par-dessus 2 décennies de mensonges. À côté, le carnet noir était ouvert à une page au hasard, L, écriture serrée de son père N, étant plus un code à déchiffrer, mais la voix familière d'un homme qu'il avait enfin appris à connaître. Il n'avait pas seulement restauré l'honneur d'un nom, il avait retrouvé un père, non dans la chair, mais dans la vérité, ce qui était peut-être la forme la plus pure et la plus immuable de la présence. La quête était terminée, et dans le calme qui suivait la tempête, Julien Lefebvre se sentait, pour la première fois de sa vie, entièrement complet. Il songeait souvent à l'ironie de la situation. Des milliers d'heures d'enquêtes officielles, des centaines de pages de rapports classifiés, tout un appareil État mobilisé pour construire et maintenir un mensonge, et tout cela avait été défait par un achat impulsif de 500 € dans un marché aux puces. Était la leçon ultime que son père lui avait laissée. La vérité n'a pas besoin de la force du nombre ou de l'autorité de l'institution pour exister. Elle est patiente, obstinée, et peut se nicher dans les endroits les plus insignifiants, attendant simplement le bon regard, la bonne intuition. Son travail d'historien en était à jamais changé. Il n'enseignait plus seulement les dates et les faits, mais la méfiance envers les récits trop simples, la nécessité de toujours chercher la voix de ceux qui ont été réduits au silence, car c'est souvent dans ces silences que se cache l'histoire la plus importante. L'onde de choc de l'affaire Lynx avait redéfini bien des vies. Chloé Dubois était devenue une voix respectée et crainte du journalisme d'investigation, son nom étant désormais une garantie d'intégrité. Elle et Julien étaient restés des amis proches, liés par mail. Épreuve qu'ils avaient traversée ensemble, un lien forgé dans la peur et la détermination. Gérard Lambert, libéré du fardeau qui l'avait rongé, avait pu témoigner publiquement, offrant à son vieil ami Étienne le dernier hommage de sa loyauté retrouvée. Quant au docteur Sophie Renaud, elle avait discrètement repris ses recherches universitaires, mais avec la satisfaction intime d'avoir vu ses compétences en cryptographie historique servir non pas à exhumer le passé, mais à rendre justice au présent. La vérité, une fois libérée, avait agi comme un remède, guérissant lentement les blessures que le mensonge avait infligées. Pour Julien, le retour à la Sorbonne fut une renaissance. Ses cours sur la guerre froide avaient acquis une nouvelle profondeur, une nouvelle gravité. Il parlait désormais de la paranoïa, de la trahison, et des opérations secrètes non plus comme un observateur distant, mais comme quelqu'un qui en avait touché du doigt la réalité brutale. Ses étudiants sentaient ce changement, cette autorité qui ne venait pas seulement des livres, mais d'une expérience vécue. Il était devenu un passeur de mémoire, un gardien de l'idée que l'histoire, avec un grand H, est composée d'une myriade d'histoires personnelles, et que la version officielle n'est souvent que le récit écrit par les vainqueurs, ou, comme dans le cas de son père, par les assassins. Il honorait Étienne non seulement en tant que fils, mais aussi en tant qu'historien, en s'assurant que sa véritable histoire soit celle qui perdure. La figure Étienne Lefebvre N, était plus un fantôme honteux, mais une source d'inspiration silencieuse. Julien se rendait parfois sur la tombe symbolique, au cimetière du Père-Lachaise, où une simple plaque portait désormais son nom, et la mention « Mort pour la France ». Il n'y avait plus de colère ni de tristesse écrasante, seulement une conversation paisible, un dialogue intérieur avec ce père, qu'il avait passé la moitié de sa vie à fuir, et l'autre à chercher. Il lui racontait ses cours, les progrès de Chloé, la tranquillité de ses journées. Il avait compris que le plus grand message chiffré que son père lui avait laissé était pas dans la machine, mais dans l'exemple de son sacrifice, la conviction qu'il y a des principes pour lesquels il vaut la peine de se battre, même si le combat semble perdu d'avance, même s'il faut attendre 18 ans pour que la vérité éclate. La machine à crypter était devenue le cœur de son bureau, un objet de contemplation. Parfois, tard le soir, Julien posait sa main sur le métal froid, et fermait les yeux. Il imaginait les doigts de son père se déplaçant sur ce même clavier, son esprit brillant, tissant des algorithmes complexes pour protéger son pays, puis modifiant secrètement cette même machine, pour y cacher un dernier cri d'alarme. Ce était plus un simple artefact de la guerre froide. Était un héritage, la preuve tangible de l'ingéniosité et de l'amour d'un père qui, même face à la mort, avait pensé à l'avenir,
à la possibilité qu'un jour, son fils trouve la clé. Le fantôme de Paris N était plus une entité effrayante, mais un esprit gardien, dont le dernier chiffre avait enfin été résolu, apportant la paix à son âme, et à celle de son fils. Et cela N était peut-être que la pointe de l'iceberg. L'affaire Lynx a prouvé qu'un seul homme, avec un seul secret, pouvait manipuler le destin d'une nation pendant des décennies. Combien d'autres histoires comme celle d'Étienne Lefebvre dorment encore dans les archives classifiées, dans la mémoire d'hommes et de femmes qui ont trop peur pour parler? Le réseau de Moreau était-il vraiment démantelé, ou ses racines s'enfoncent-elles plus profondément dans l'appareil d'État que nous ne l'imaginons? Si cette quête de vérité vous a captivé, si vous croyez que chaque histoire mérite d'être racontée, alors continuez à nous soutenir. Partagez cette vidéo, et dites-nous en commentaire quelle autre affaire oubliée nous devrions déterrer. Votre curiosité est notre moteur pour continuer à éclairer les zones d'ombre du passé. Les secrets de la guerre froide n'ont pas tous été ensevelis avec le mur de Berlin. Ils sont comme des mines terrestres endormies, cachées sous le paysage de notre présent, attendant qu'un pas malheureux ou qu'une main curieuse les réveille. L'histoire de Julien et de son père est un rappel puissant que le passé n'est jamais vraiment mort. Il n'est même pas passé. Il continue de vibrer sous la surface, dans des objets oubliés, des dossiers poussiéreux, et des mémoires effrayées. La paix que nous croyons acquise, repose parfois sur des fondations de mensonges et de sacrifices, et il suffit d'une seule fissure pour que tout l'édifice menace de s'effondrer, révélant les fantômes qui le hantent depuis toujours. Un soir, Julien se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de Paris 6, étendre à ses pieds. La ville, avec sa beauté intemporelle, lui semblait différente. Elle était plus seulement un décor, mais un palimpseste, une superposition infinie d'histoires, de complots et de secrets. Il avait trouvé sa place dans cette immense fresque, non plus comme une victime du passé, mais comme l'un de ses gardiens. Il avait appris la leçon la plus importante de toutes, celle que son père avait encodée dans le métal et le silence. Car la vérité, comme un chiffre complexe, ne meurt jamais vraiment. Elle attend simplement, patiemment, celui qui prendra le temps et le risque de l'elle. Écoutez.